Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler des troubles bipolaires. Les troubles bipolaires sont une maladie mentale grave et durable qui affecte l'humeur et le comportement. Cette maladie toucherait près de 1 800 000 personnes en France. Vivre avec des troubles bipolaires est difficile, tant pour la personne qui en souffre que pour son entourage. Aujourd'hui, il y a de l'espoir avec des traitements et une bonne prise en charge de la maladie. Pour parler de ce sujet, nous accueillons sur le plateau d'Atout Santé le professeur Peretti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service de psychiatrie et vous êtes accompagné de Patrick Cuvelier, membre de l'association Argos 2001. Bonjour. À vos côtés, Patricia. Bonjour, Patricia. Bonjour. Vous avez un proche qui est atteint de troubles bipolaires. Absolument. Et Stéphanie, vous êtes atteinte de troubles bipolaires. Bonjour Stéphanie, ravi que vous soyez à nos côtés. Avant d'aller plus loin dans l'émission, peut-être, professeur Peretti, vous pouvez nous rappeler un peu ce que sont les troubles bipolaires? Alors, moi je dirais plutôt le trouble bipolaire, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est un trouble de l'humeur qui se caractérise par des variations de l'humeur aux deux pôles, c'est pour ça qu'on l'appelle bipolaire, de l'humeur, qui sont côté dépression, quand l'humeur est basse, des épisodes dépressifs, et côté humeur expansive ou augmentée, ce qu'on appelle les accès maniaques ou de manie. Donc c'est une pathologie qui, chez une même personne, va faire varier son humeur de la dépression à la manie et aussi évidemment des phases intermédiaires en fonction des stades de la maladie. Mais c'est énorme le chiffre qu'on annonce, là, 1 800 000 personnes qui sont atteintes de cette maladie. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Oui, la prévalence est de 2,8%. Alors après, il y a des querelles d'experts à 1% près, on ne va pas se battre, quelques dixièmes de pourcents près. Mais globalement, sur 65 millions de Français, si vous faites le calcul, ça fait 1,8 million de personnes touchées. Est-ce que ce sont des gens qu'on appelle maniaco-dépressifs? Alors ça, c'est comment dire, c'est une appellation ancienne qui est un peu stigmatisante parce que maniaco-dépressif, ça fait un peu... Le mot maniaque, c'est dans le langage courant, c'est pas très bien accepté, c'est un peu stigmatisant. Donc on parle de trouble du bipolaire. On parle de trouble de l'humeur ou de trouble bipolaire. Alors on va aller à la rencontre de Christian qui est atteint de trouble bipolaire. Un reportage qui nous est proposé par Marjorie Nadal. La maladie s'est installée en 2003, début 2003. Le diagnostic n'a été posé que 6 ans plus tard, et donc pendant ces 6 premières années, j'ai consulté des nombreux psychiatres qui me soignaient pour une dépression post-traumatique, etc. Et donc j'ai été tout à fait mal soigné, en ce sens que je prenais des antidépresseurs et des anxiolytiques, qui ne sont pas effectivement des médicaments convenants pour la maladie bipolaire. Chez moi, la maladie se traduisait par des cycles assez longs, de plusieurs mois d'excitation, suivis de très peu d'intervalles, je dirais, d'humeur normale, et qui ensuite décompensait sur une dépression plus ou moins sévère qui m'a amené par 2 fois à être hospitalisé avant le diagnostic. Dans un premier temps, je n'ai pas fait le rapport avec la bipolarité de mon père. Je mettais la maladie sur le compte, je dirais, du traumatisme qu'avait été le décès de mon épouse, et je ne me posais pas plus de problèmes que ça. Par contre, lors du diagnostic, les psychiatres m'ont expliqué qu'effectivement cette maladie avait un terrain familial, une susceptibilité génétique, et là j'ai fait le rapprochement entre ce qu'avait vécu mon père et ce que je vivais maintenant. Pendant la période où je n'avais pas de diagnostic, j'ai peu parlé autour de moi de cette maladie. Lorsque le diagnostic a été posé, j'ai réfléchi beaucoup à savoir informer mes proches, mes enfants, ma compagne. J'ai mis un certain temps à les informer, mais je considère aujourd'hui que c'était une bonne chose qu'ils sachent de quoi ils retournaient et quelle était la maladie dont je souffrais. Du côté du travail, ça m'a posé beaucoup de soucis. À l'époque, je dirigeais, pendant ces années où je n'avais pas de diagnostic, je dirigeais une petite entreprise, et donc c'était quand même un métier assez compliqué, et j'ai dû à un moment donné démissionner de cette tâche pour me reconvertir dans un autre métier. Professeur Peretti, on voit peut-être le diagnostic est difficile encore aujourd'hui pour les patients. Oui, parce que d'abord, c'est une pathologie qui est relativement méconnue, et en même temps, l'humeur, c'est quelque chose qui varie
normalement chez des gens qui ne sont pas malades. Donc pour pouvoir porter le diagnostic, il faut avoir un certain nombre de symptômes. On va voir qu'il y a toute une série de symptômes qui sont loin d'être simples à reconnaître. Et il y a un délai entre l'apparition des premiers symptômes et le moment où les personnes consultent pour ces symptômes, et ensuite un délai pour faire le diagnostic. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ignorent aujourd'hui ? Moi, je dirais à peu près, grosso modo, hein, on estime à peu près la moitié des personnes qui souffrent, 900 000 personnes qui se promènent sans savoir ce qu'ils ont. Ce qui est énorme. On a vu, c'est aussi une maladie héréditaire. Alors, héréditaire, c'est un terme un peu, comment dire, comme ça à la louche. On dirait plutôt qu'il y a des facteurs qui sont transmis. Et très probablement, ce qu'on peut dire, c'est que quand quelqu'un dans votre famille est atteint de la maladie, la probabilité que vous ayez la maladie est plus élevée. Est-ce qu'il y a une population cible, les hommes, les femmes, l'âge? Quel est l'âge moyen? Il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, et l'âge moyen du diagnostic, c'est 25 ans. Alors Stéphanie, on est ravis de vous avoir à nos côtés. Est-ce que depuis combien de temps on vous a diagnostiqué ces troubles? Un an. Donc j'avais 43 ans. D'accord. Comment ça s'est passé dans votre enfance, les étapes avant d'arriver à diagnostiquer? En fait, j'ai eu une enfance très très bien. Et je pense que ça a commencé à l'âge de 35 ans, quand je me suis séparée. Donc, gros choc émotionnel. C'est souvent un choc émotionnel qui produit ça, docteur? Oui, il y a un certain nombre d'événements, on pourra les lister rapidement, mais effectivement, le stress, les problèmes de rupture ou les difficultés professionnelles ou familiales. D'accord. Donc, 35 ans, un choc émotionnel. Donc, là, voilà, dépression nerveuse, classique. Médicaments. Et en fait, pendant 10 ans, j'ai fait que des phases up, des phases down pendant 10 ans. Sans savoir que c'était ça. Sans savoir que c'était fatigant, parce que même pour mes proches, c'était juste... ils ne comprenaient pas. Ils me disaient, elle est folle. Comment vous êtes rendu compte que c'était vraiment plus grave qu'une dépression? J'ai été hospitalisée. D'accord. Et c'est là qu'on m'a dit, mais vous êtes bipolaire. Et là, j'ai dit, enfin. Enfin, je sais. C'est merveilleux, ça. Voilà, le soulagement. Et puis en même temps, me dire, enfin, ils vont me donner un traitement, je vais aller mieux, quoi. Et c'est le cas, hein. Vous avez eu un traitement. C'est le cas. Aujourd'hui, vous êtes rayonnante, ça se passe plutôt bien. J'ai dû faire des concessions, j'ai pris du poids. Pas très grave. Pour une femme, un peu quand même. Je fais attention à mon rythme, à ma vie, à mes émotions, à pas trop de stress, tout ça. C'est bien, sur les plateaux télé, on n'a pas trop de stress en fait, non, tous. Ça va. Patricia, vous avez quelqu'un de proche de vous qui a ces troubles bipolaires. À quel moment vous avez senti qu'il se passait quelque chose? À partir du moment où il a changé complètement de personnalité, et que c'est juste après un choc émotionnel très très grave. Aussi, et là, tout d'un coup, une personne totalement différente est apparue. Et voilà, je m'en suis rendu compte, j'ai commencé à me demander... Il y a combien d'années, ça? Ça va faire en 2007, pardon. Et à partir de là, ça a été vraiment très compliqué. Il a fallu chercher, parce que je ne connaissais pas... Je ne comprenais pas ce qu'il avait. Cette personne était complètement... Et c'est vous qui avez trouvé un petit peu, ouvert la porte de cette pathologie? Nous avons été aidés par un généraliste, un médecin généraliste, notre médecin généraliste, qui lui nous a dit c'est plus grave qu'on peut penser, donc cherchez plutôt du côté de la bipolarité. Donc il nous a orientés vers un psychiatre. Et c'est à ce moment-là que le psychiatre nous a gardés plus de 2 heures et a été très très malin, parce que la personne, mon proche, était dans le déni total de sa maladie. Et le médecin en question nous a bien parlé et a dit, voilà, moi je pense, mais je n'en suis pas sûre, je vous donne un traitement, à l'époque c'était le lithium, je vous donne ce traitement, mais je ne vous le donne pas tout de suite. Réfléchissez, si dans 3 semaines vous êtes d'accord, vous revenez
Et à ce moment-là, je vous le fais. La pédagogie a accompagné cette découverte de cette maladie. Alors, on voit l'importance du généraliste. Quel est son rôle, en fait, dans la maladie ? Il est crucial parce que le généraliste, c'est le premier interlocuteur médical. Souvent, c'est les proches qui vont le chercher. Ce n'est pas le patient, parce que le patient, lui, ne se rend pas compte tout à fait de ce qui se passe. Et le généraliste connaît bien la famille, l'histoire du patient et de ses proches. Et c'est souvent lui qui va permettre le diagnostic, ou en tout cas les premiers symptômes. Alors, quels sont ces symptômes ? Les symptômes les plus classiques, ce sont des baisses de régime avec une humeur dépressive, une tristesse, parfois des idées suicidaires, des arrêts de travail à répétition. C'est la dépression quand même, ça. Voilà. Et deuxième catégorie de symptômes, si je puis dire, c'est une humeur un peu élevée avec des accès d'euphorie ou alors des prises de risques, des personnes qui vont tout d'un coup devenir irritables, irascibles, des changements du caractère. Qui sont inhabituelles et des phases aussi de passage à vide complet avec une espèce de trou d'air. Tout d'un coup, la personne n'a plus d'énergie. Et ce, alors que rien n'explique, rien ne motive, rien ne peut relier ça à une cause bien précise. Merci, docteur Peretti. Alors, Patrick Cuvelier, vous êtes un des responsables de l'association. Oui. Quel est le rôle de cette association? Est-ce que vous nous décrire en quelques mots? Le rôle de cette association, bien évidemment, c'est d'aider les gens, d'aider aussi à ce qu'ils se mettent en chemin vers les organismes de santé. Ce n'est pas à nous de le faire, jamais, mais vers les organismes de santé, faire passer, éviter le déni, leur proposer des choses où ils parlent ensemble, de faire rencontrer les pairs. Être moins seul, en fait. Comment? C'est être un peu moins seul. Oui, c'est plus que seul, c'est rencontrer des choses qui vont leur permettre de... C'est dur à vivre quand même tous les jours. Et donc de rencontrer et de dire ça vaut la peine de vivre ça, il y en a d'autres qui le font, etc. Ça s'appelle des groupes de parole. Merci. Alors on va voir la prise en charge maintenant des patients et en particulier par cette association Argos 2001. Nous sommes allés à leur rencontre avec un groupe de parole sur le sujet des troubles bipolaires. Un reportage proposé par Marjorie Nadal. D'abord, on va faire un premier tour pour se présenter, mais rapidement, simplement. Et qu'est-ce qu'on attend un peu cette soirée ou cet après-midi? Voilà. Il faut être dans la bienfaisance et ensuite, il faut écouter. Quand les gens vont parler, on va respecter même les silences et on ne posera des questions après que si la personne qui a fini de parler a envie qu'on pose des questions pour s'éclaircir les idées. Je m'appelle Marie-Odile, donc là je suis ici en tant que proche, car mon fils a des troubles bipolaires. Ce que j'attends de ce groupe, c'est déjà mieux comprendre ces troubles, parce que je me sens dépassée par les phases maniacaux. Je m'appelle Christian, donc je suis un patient bipolaire stabilisé, ayant eu son diagnostic il y a une dizaine d'années. Et je viens surtout au groupe de parole pour échanger sur les expériences de chacun et tenter de bien vivre avec cette maladie difficile. Avec mon frère, à l'âge de 9 ans, on a connu un abus incestueux et il a révélé la veille de se suicider. Et donc, ça arrive souvent que ça impacte donc, la maladie psychique. Ça fait 1 an que je suis soignée pour la bipolarité. Et donc, ce que j'attends, c'est de me sentir moins seule et de pouvoir partager avec les autres notre vie, parce que nous avons une vie spéciale. Oui, ça a été compliqué pour moi au niveau professionnel. Et toi, Jean-Michel, quelle est ton expérience dans ton entreprise? Le vécu que j'ai, je travaillais dans une très grosse entreprise. Et le fait que j'ai dit, que j'ai répondu à un appel à projet Innovation Handicap en disant pourquoi je répondais parce que j'étais bipolaire, tout le monde le savait. Et de ce jour-là, mon entreprise m'a regardé différemment. Ils avaient peur que je me suicide sur le lieu de travail. Moi, ce qui me pose problème, c'est mes relations amoureuses. Est-ce que je dois le dire que je suis bipolaire? Est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un qui n'est pas bipolaire? Ou est-ce que c'est mieux de vivre avec quelqu'un qui est comme nous, bipolaire? C'est difficile de vivre, nous, bipolaires, par rapport à cette société. Et si on met ensemble 2 personnes qui ont des grosses difficultés, ça devient une très grosse difficulté. Mais l'amour peut tout, mais c'est quand même peut-être pas la solution la plus simple.
Donc on parle de bienfaisance, bienveillance, on est à l'écoute, c'est une maladie qui est complexe. Comment on en parle librement entre vous déjà? Vous y arrivez? Oui, entre nous, c'est le principe du groupe de parole où on met les gens en condition pour que la parole soit possible, agissante, etc. Il n'y a pas de risque. Hein, voilà, on ne se met pas en danger là, hein, entre vous, c'est assez facile d'en parler. Oui. Et il y a une question qu'on a entendue dans le reportage, est-ce qu'on doit en parler autour de nous, à sa famille, à ses proches, dans l'activité professionnelle? Le professeur dirait c'est une bonne question, mais je pense que moi la réponse c'est qu'on donne par expérience, c'est avant d'en parler, il faut savoir si les personnes à qui on va en parler sont capables de recevoir ce message. Et de comprendre. Et de comprendre. Alors, là tout est possible. D'accord. Donc ça dépend un peu du regard des autres, en fait, le regard qui va être porté. Comment vous, personnellement, dans cette association, vous intervenez auprès à la fois des aidants et des patients? Il y a des groupes de parole, est-ce qu'il y a d'autres activités? Oui, il y a des groupes de parole aidants, il y a des groupes de parole mixtes, il y a des groupes de parole patients, il y a des possibilités c'est pas vraiment le but, mais il y a des possibilités, si quelqu'un est vraiment en souffrance, de le recevoir et d'en parler avec lui. Ça s'appelle un accueil personnalisé. Et puis, il y a des possibilités, je le dis parce que je suis président d'Ingem, mais de continuer cette action qu'on a en allant dans des groupes d'entraide mutuelle où il n'y a pas que des bipolaires, hein, il y a tout un tas de gens, et voilà, et d'apprendre à vivre ensemble, de gens qui sont tous assez fragilisés. Apprendre à vivre ensemble, professeur Peretti, est-ce que c'est important, le rôle des associations dans cette pathologie? Oui, moi je pense que c'est crucial parce que les personnes ont d'abord le contact avec des personnes qui ont manifester des choses qui leur ressemblent. Ils vont se reconnaître aussi chez les autres et du coup, ils vont se sentir d'abord moins seuls, ça a été dit tout à l'heure. Et puis, les proches, les familles qui ont besoin de réponses à ces questions, qui sont souvent désemparés, qui ne peuvent pas tout le temps aller passer leur vie dans les hôpitaux ou chez les médecins, ont besoin comme ça d'une écoute. Ça les aide. Quels sont les traitements de cette maladie ? Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des traitements. Un des traitements les plus connus, c'est le lithium, les sels de lithium, parce que ça a diminué beaucoup la mortalité, puisque ça active, comment dire, ça permet de stabiliser l'humeur et ça permet d'éviter un certain nombre de passages à l'acte suicidaire. Donc ça, c'était une vertu importante de ce traitement. Il n'y a pas que ce traitement-là. Il y a les antiépileptiques, qui sont des traitements régulateurs de l'humeur. Et puis, on va utiliser ponctuellement d'autres types de traitements. Stéphanie, vous faites partie de l'association. Qu'est-ce que vous y aviez trouvé, vous, dans cette association ? Un peu de réconfort. Parce que quand je rentre chez moi, je suis toute seule. Toute seule. Donc, face à... les forums, des fois, sur Internet, ne sont pas... Donc là, au moins, c'est du concret, c'est du réel. Après, tout le monde ne se ressemble pas. Hein. On est tous... Chaque cas est différent, en exactement. fait, l'histoire de chacun. Mais c'est un bon moment à passer. Et moi, je dis que quand on rentre chez soi le soir, on y pense encore pendant plusieurs jours. Ouais, on se sent un peu apaisé. Voilà, aussi. On pense à nos discussions et on sait qu'on y retournera la semaine prochaine. Ouais. Donc ça nous fait un petit but aussi. Vrai, c'est un lieu de vie où vous vous rencontrez. Et vous personnellement, quels sont vos traitements aujourd'hui ? Moi, je viens de changer. Là, je suis passée sous lithium. D'accord. Voilà. Et apparemment, c'est un traitement qui me correspondrait. Voilà, qui correspond. Et vous êtes, on dit stabilisé, hein, c'est ça, professeur ? Oui. Ouais. Oui, c'est-à-dire que l'humeur se stabilise et surtout le vécu que le patient en a est bien meilleur. Il y a moins d'épisodes, soit down, comme disait madame, soit up, pour dire les choses en anglais, comme souvent les gens le disent. Patricia, est-ce que vous aussi, vous faites partie de l'association ? Est-ce que vous êtes engagée, impliquée avec la personne qui est proche de vous ? Absolument, je suis bénévole, je suis donc dans l'association depuis 2010. Je réponds au téléphone. Vous accompagnez voilà, la je démarche. réponds à la permanence téléphonique. Alors moi, ce que je peux dire par rapport à ce qui s'est dit par rapport au groupe de parole, moi, ça m'a énormément apporté et j'ai surtout aimé les groupes de patients et proches parce que
j'ai appris, ce que je dis toujours, j'ai appris une autre langue, une langue étrangère. C'est-à-dire qu'en entendant le patient parler de sa souffrance, j'ai compris, je l'ai mieux compris, et du coup, je me suis comprise aussi. Ouais. Et du coup, voilà. Votre regard a changé, en fait. Mon regard a changé, et j'ai eu des réponses à vos questions et les voilà, interrogations. Et à sa souffrance, et que je ne comprenais pas, puisque je ne connaissais pas cette pathologie. Donc un rôle essentiel de cette association. Alors je regarde parce qu'on a des questions des téléspectateurs. Là. On a Nicolas de Nîmes. Alors est-ce que la drogue est un facteur aggravant ou qui va révéler les troubles bipolaires? Ce sont ça va déclencher des épisodes, hein, de même que l'alcool aussi. Hein. Donc, la prise de substances psychoactives, les drogues, le cannabis, l'alcool, vont déstabiliser le trouble de l'humeur et faire apparaître des épisodes qui ne seraient pas apparus s'il n'y avait pas eu ces prises de drogue. Est-ce qu'on peut guérir des troubles bipolaires? Alors, on peut entrer ce qu'on appelle en rémission et être en rémission pendant longtemps. Alors, la guérison absolue, évidemment, c'est un concept. On se dit, par exemple, si vous êtes 5 ans ou 10 ans sans épisode, sans qu'il y ait de symptômes, on peut se dire que finalement, vous avez peut-être récupéré l'état que vous auriez eu si vous n'aviez pas été malade. Mais il y a toujours une petite interrogation. Les personnes regardent dans le rétroviseur et se disent, est-ce que ça ne va pas revenir? Bien sûr. Donc il y a des questions. Est-ce que, quel est l'état de la recherche dans le domaine? Est-ce qu'il y a des avancées? Alors oui, au niveau des traitements d'abord, il y a un certain nombre de traitements dont les protocoles sont bien établis, avec des études qui montrent des avancées, une efficacité, aussi bien dans le traitement des épisodes que dans la prévention. Et puis après, on n'a pas parlé de la psychothérapie, mais il faut aussi des phases où il y a un soutien psychothérapique, hein, dont je le rappelle. Et puis pour dire que dans le domaine de la recherche, on va peut-être vers des traitements qui seront des traitements dans le futur sur les gènes de prédisposition ou de susceptibilité. Est-ce que l'association a un rôle dans la psychothérapie, par exemple, l'accompagnement? Elle n'a pas de rôle direct, on ne fait pas de psychothérapie. Mais et quand il y en a qui le font et qui ne sont pas compétents pour le faire, ça nous gêne beaucoup. Mais par contre, on pousse les gens à essayer différentes psychothérapies, mais essayer, pas y aller en grognant, quoi. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une psychothérapie, aujourd'hui, c'est pas remboursé. Et on est en train de se battre, une des actions qu'on fait à l'extérieur, pour que ça soit remboursé, en accord, bien entendu, avec les médecins. Stéphanie, aujourd'hui, donc, moi, je trouve que vous êtes merveilleuse. Pour les années à venir, je suis sûr que ça va très bien se passer. Mais quel est le regard que vous portez maintenant avec un peu de recul sur la maladie, maintenant que vous êtes maintenant dans cette phase de rémission, hein? On peut dire que j'ai pas encore confiance en moi. J'ai toujours peut-être une petite appréhension en disant est-ce qu'un jour ou l'autre, si jamais j'apprends une mauvaise nouvelle, ou est-ce que ça ne va pas revenir? On n'est jamais serein. Voilà, toujours, on n'est pas serein. On ne peut pas être serein à 100%. Et est-ce que vous arrivez à en parler avec vos proches maintenant? Maintenant, oui. Ouais. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Au début, c'était... On a mis 1 an avant de... Quel message vous souhaitez faire passer? Il y a 900 000 personnes qui s'ignorent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Que c'est rien de prendre 2 gélules tous les soirs. Ouais. C'est rien du tout. C'est rien, et ça améliore une vie. Patricia, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Aujourd'hui, il y a des gens qui s'ignorent encore. Qu'est-ce que vous diriez aux aidants, aux gens à l'entourage? Qu'est-ce que vous leur diriez à cet instant pour éventuellement passer le pas, d'aller peut-être consulter Moi, ce que je pourrais dire, c'est que pour le proche, en tout cas, ce serait le but, vraiment le but, c'est de se focaliser sur amener le patient, enfin la personne qui est le plus proche de vous, de l'amener aux soins et d'oublier tout le reste, d'oublier tout ce qui peut se passer. Aller faire le pas. Et vraiment le but, parce que c'est pas facile d'emmener quelqu'un aux soins, mais ça doit être le but d'un aidant. Merci à vous tous. Stéphanie, on va vous raccompagner. Merci d'avoir été avec nous pour ce témoignage poignant. Merci à vous. Merci à vous aussi. Chers téléspectateurs, on va passer à la rubrique chronique fan de santé avec Lisa Martens.
Lisa, vous allez nous parler de la technologie au service des malades. Exactement, quand le digital devient acteur des campagnes pour sensibiliser le grand public aux personnes atteintes de troubles bipolaires, donc de bipolarité. Parce que surtout, on a remarqué que ces personnes-là étaient un petit peu étaient stigmatisées, mises de côté. Et l'important pour ne pas craindre l'inconnu, c'est de le comprendre. Donc du coup, on utilise un casque de réalité virtuelle pour s'immerger dans la tête du malade, pour comprendre ce qu'il vit, comprendre ce qu'il ressent. Et du coup, cette campagne a permis une sensibilisation, surtout de la part des proches, des familles, donc des patients, de voir surtout que les malades étaient surtout victimes, eux, de leur propre maladie. Et donc de cette campagne, beaucoup de familles et de proches se sont mobilisés pour renouveler ce type de mouvement auprès du grand public pour éviter de mettre de côté les patients. Merci Lisa. Alors c'est la fin d'Atout Santé. Merci à tous les téléspectateurs, toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous pouvez retrouver nos émissions sur la chaîne YouTube Atout Santé. Nous envoyer des messages sur Facebook, Twitter, Atout Santé. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de l'émission. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.